Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue sur notre entretien sur l'intelligence économique. Alors mesdames, messieurs, aujourd'hui est un jour spécial parce que nous avons un invité très spécial que nous avons reçu sur ce plateau et nous allons discuter d'un thème très important et il s'agit bien de comment atteindre l'émergence malgré le joug du franc CFA. Comment atteindre l'émergence malgré le joug du franc CFA? Alors, juste avant d'aborder ce thème, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons reçu quelqu'un de très spécial. Il s'agit de M. Barnès Maurice Moukilou. M. Barnès Maurice Moukilou est économiste, banquier et professeur des universités, directeur général du cabinet C9V Exponentiel, qui est un cabinet spécialisé en stratégie d'entreprise. Bonjour Monsieur Barnès. Bonjour. Vous ai-je bien présenté? Je pense que c'est suffisant. Quelque chose à rajouter ou bien? Non, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Ah d'accord. Ok, merci. Alors, mesdames, messieurs, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Pour commencer, Monsieur Barnès, nous allons parler des stratégies, des différentes stratégies qu'on peut énumérer afin d'atteindre l'émergence malgré le joug du franc CFA. On parle de l'émergence, on parle du franc CFA, mais encore on parle du franc CFA comme un joug. Oui. Quel est votre entendement de ce thème? Alors, de première vue, il faut reconnaître que présenter le franc CFA comme un joug, c'est un aspect qui fait débat, parce que selon le point de vue où l'on se place, bien entendu, on peut, selon le prisme par lequel on prend cette question, on est plutôt tenté de dire que le joug, il pèse, et donc la seule ambition qu'on a, c'est celui de s'en dégager, et que si on veut s'en dégager, il faut prévoir des alternatives. C'est la moindre des choses, parce qu'on sait, on ne va pas décider de partir quand on est en joug, c'est qu'on est un geôlier, et que le geôlier serait donc la France, par rapport à cette métaphore, et que si on veut quitter un geôlier pour aller embrasser un autre, on quitte un maître pour embrasser un autre. Je pense que c'est parfois une erreur de jugement qui est souvent très répandue dans notre continent, pourquoi pas aussi au niveau européen. Oui, si c'est un joug, l'objectif c'est de s'en dégager, mais il faut relativiser, je pense, d'une manière générale. Historiquement parlant, bien entendu, on peut considérer le franc CFA comme étant un joug. Quand on remonte l'histoire, on s'aperçoit effectivement que c'est la France qui a été l'instigatrice, on va dire, qui a créé le franc CFA. On se souvient que cela s'est passé quand la France décide de ratifier les accords de Bretton Woods en 1945, okay. Et précisément le 26, donc certainement on va fêter bientôt, avec ce franc CFA qui existe toujours, on va fêter ses 78 ans, le 26 décembre prochain. Donc ça en fait, c'est un anniversaire, est-ce qu'il faut dire que c'est un triste anniversaire ou plutôt un anniversaire heureux? Mais ce qui est sûr, c'est en ratifiant le traité de Bretton Woods en 1945, donc au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, où les économies sont complètement en lambeaux, il faut reconstruire, et la France, pour préserver son autorité au niveau mondial, sur l'échiquier mondial, a décidé de créer un franc qui concernait au départ exclusivement ses colonies. C'est ainsi d'ailleurs que vous noterez que dans la définition qu'on donne en premier, on dit que c'est le franc de colonie française d'Afrique. Le CFA, en ce moment-là, nous sommes en 1945 encore, s'appelait déjà comme ça, franc des colonies françaises, ou de l'Afrique centrale, centrale, d'Afrique. Donc en plantant le décor comme ça, on comprend déjà que c'était une prolongation en quelque sorte on va dire de la colonisation.
Nous sommes en 45 encore, je répète. Les colonisations sont intervenues en Afrique à peu près autour de 60, hein, excepté quelques autres pays qui sont partis depuis 58. D'une manière générale, c'était en 60. Donc, perçu comme ça, on a l'impression que c'était un mécanisme monté par la France dans le but, effectivement, de perpétuer son néocolonialisme, comme on disait, hein, pour continuer à garder ses colonies comme des jougs. Alors, bien évidemment, ça c'est historique, mais est-ce que ce joug demeure? Il faut peut-être reconnaître que là aussi qu'il faut relativiser, parce que la quinquessence même de cette création, on est dans un contexte où le FMI est créé, la France cherche à arrimer ses colonies à son économie, et bien entendu, ça me paraissait logique que la France puisse créer cette monnaie, le franc CFA, pour effectivement continuer à avoir une mainmise sur ces colonies. C'est à ce moment-là que ça pourra paraître comme étant un joug. Mais depuis, bien entendu, l'eau a coulé sous le pont. Hein. Déjà, rien que le glissement sémantique de ce mot, au départ je disais qu'on a créé le franc des colonies françaises d'Afrique. Vous avez remarqué que cela a duré nous sommes en 45, pratiquement ça a duré jusqu'en 58. Et il y a eu un petit moment de flottement entre 58 et 60, où finalement on va changer de nom. Et au départ, ça peut paraître comme un glissement sémantique, mais qui a tout son symbolique, hein, parce que une autre perception, on s'approche des indépendances, mais en 58, donc un pays africain déjà demande l'indépendance en ce moment-là, et que les indépendances se confirment en 60, on s'est dit, on n'est plus des colonies, il faut qu'on change le terme de franc CFA. Et finalement, là aussi, un tournant, parce que quand vous remontez l'histoire, vous allez vous apercevoir que le franc CFA finalement sera dispatché, entre guillemets, je dirais, géré par 3 banques centrales. Trois banques centrales. Première banque centrale, c'est celle de l'Afrique de l'Ouest, hein, donc la BCEAO. Et ensuite, une banque centrale, la BEAC, ici, pour la zone CEMAC. Et il y a une troisième banque centrale qui se trouve, qu'on appelle la Banque centrale des Comores. Déjà, cet éclatement va donner des noms. La Banque centrale, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest, va décider d'appeler cela communauté. Donc on change, on modifie le nom du franc CFA. Ce n'est plus le franc-colonie française d'Afrique, ça devient plutôt franc de communauté. D'accord, des pays de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Et l'Afrique centrale ne va pas rester en marche, parce que l'Afrique centrale va dire, toujours dans la même perspective, appellerait sera coopération. D'accord. Franc de coopération. D'accord. L'Afrique centrale, donc dans ces conditions-là. Alors, depuis l'origine, on s'aperçoit que même la parité qui garantissait, j'allais dire, qui donnait une garantie à la France, ou à l'arrimage avec le franc français dans le temps, on s'aperçoit que le changement de nom a aussi changé quelque chose. Si la représentation au niveau de la banque aujourd'hui de la zone ouest africaine, c'est ZOF, le franc CFA a choisi ZAF. Le franc CFA d'Afrique centrale, bien entendu, c'est ZAF. Et que les autorités monétaires, à quelques égards près, ont pratiquement la même politique, mais malheureusement on s'aperçoit que le dynamisme de la politique monétaire n'est pas forcément l'apanage de l'Afrique centrale, comparé, bien entendu, à l'Afrique de l'Ouest. Donc déjà, ça crée une espèce d'ambivalence. Et pourtant, on raisonne en termes de toujours franc CFA avec la parité qui est toujours liée au franc français. Et bien sûr, avec l'arrivée de l'euro, on a bien entendu abandonné la parité avec le franc français qui n'existait plus pour être arrimé à l'euro. Mais malgré cet arrimage, les politiques monétaires sont plus ou moins différentes d'une zone à une autre.
et que on s'aperçoit aussi que le dynamisme économique n'est pas l'apanage de l'Afrique centrale, par exemple. Alors, ça, c'est juste comparé, bien entendu, à l'Afrique de l'Ouest, qui forme aussi des blocs. J'isole les Comores, qui ont une banque centrale, parce que c'est pas des communautés, les Comoriens sont seuls dans cette banque centrale. Bref, donc d'une manière générale, historiquement, c'est ce qu'on pourra dire. Et aussi, historiquement, puis je crois qu'il est important de signaler que la réserve d'échange qu'on obligeait, parce qu'il faut, c'est toujours lié à l'histoire, jusqu'au départ, nous devions faire de réserves dans le compte d'opération en France, donc dans le Trésor français. Au départ, c'était 100%. D'accord. 100%. Et de 100% en 73, il y a eu quand même une évolution sur le plan historique. En 73, là, nous sommes passés à 65%. Okay. Mais c'était trop, c'était toujours trop d'avoir 100%. C'était toujours trop. Et finalement, depuis pas longtemps, on est passé les 50%. Et là, l'objectif, c'est d'arriver plus bas que cela. Alors, pourquoi je parle de réserve d'échange, qui est directement liée à l'histoire, bien sûr, parce que nous sommes encore dans la partie historique. La réserve d'échange, tout simplement parce que le poids de cette réserve d'échange, pardon, pas de la réserve d'échange, plutôt de la réserve que nous avons au niveau du trésor français. Je parlais de la réserve d'échange tout à l'heure, je parlais tout à l'heure de la réglementation d'échange. J'y reviendrai parce que ça a aussi un lien directement avec ce dont nous parlons. D'accord. Donc la réserve, effectivement, que nous avons déposée au fur et à mesure, empêchée. Donc c'est pour cette raison que nous avons la dimension joug. D'accord. Parce que c'était le Trésor français qui le gardait, mais il y a un bémol quand même. Le Trésor français le gardait, et cette somme était en quelque sorte placée. D'accord? Ok. 100% était placé, donc ça procurait des intérêts, et ces intérêts-là étaient reversés aux pays africains. Ah bon? Bien entendu. Ok. Pendant trop longtemps, on a occulté cela en disant que ces réserves-là étaient versées à la France. C'est la France qui décide de le placement, mais nous en bénéficions. Nous avons des bénéfices. Sous quelle forme? Sous la forme d'aide, mais aussi d'un versement. Parce que là-bas, ça se trouve dans un compte d'opération. Ok. Je place là-bas, d'accord? À vrai dire, le compte d'opération devait nous permettre, en certaines mesures, son devise, n'est-ce pas? Ça devait normalement nous permettre de financer nos importations. D'accord. D'accord? Mais nous, l'important pour nous, c'était de faire revenir ces devises ici, dans le but, effectivement, non seulement de modifier, dans certaines mesures, notre balance commerciale, mais surtout, de renforcer notre capacité financière. D'accord. Monsieur Moukilo, j'aimerais revenir sur un point. Qu'est-ce qui justifie la disparité de la valeur du franc CFA entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest? Parce que c'est pratiquement pas la même valeur quand vous allez échanger. On constate que le franc CFA de l'Afrique centrale est moins dense que celui de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui justifie cela? Alors, c'est le dynamisme de l'économie qui justifie cela. Il faut reconnaître que l'Afrique de l'Ouest est plus, entre guillemets, développée que l'Afrique centrale, parce que le tissu économique est plus important. Ils ont compris que pour être prospère, il faut développer un certain nombre de choses, pas forcément le pétrole comme il s'agit de l'Afrique centrale. Okay. Vous avez remarqué que beaucoup de pays de l'Afrique centrale, je dirais même la majorité, ont comme seule ressource le pétrole. Ouais. D'accord? Alors que les économies de l'Afrique de l'Ouest ont plutôt été des économies diversifiées. Mais il y a un autre aspect qui pourrait expliquer cela, c'est le fait que l'Afrique de l'Ouest a réussi à trouver des spécialisations. Okay. C'est ainsi que vous avez remarqué que la Côte d'Ivoire, qui est un pays plutôt spécialisé dans l'agriculture, sur un certain nombre de produits, dont on reconnaît d'ailleurs son essor au niveau international, le cacao premier, et bien sûr le café, on peut en citer, bonne position aussi pour
la banane, Tout à fait. mais aussi l'EVA actuellement. Ok. Une bonne position au niveau mondial. Et quand vous allez du côté du Bénin, vous trouverez plutôt le Bénin porte sur le coton. Alors, la Côte d'Ivoire ne fait pas beaucoup de coton. D'accord. Il y a déjà une spécialisation. C'est la spécialisation qui a été réussie d'ailleurs en Europe. Pour un premier temps, avant qu'il y ait ce qu'on appelle les échanges intra-groupes. Mais une fois qu'on a déployé la politique d'intégration au niveau de l'UMOA, on s'est aperçu que cette diversification a créé en quelque sorte des couloirs de développement. Alors, toujours pour rester dans les exemples, juste à côté de la Côte d'Ivoire, nous avons un pays qu'on a toujours dit semi-désertique, comme le Burkina Faso, qui tire son épingle du jeu. Le Burkina Faso aujourd'hui a atteint l'autosuffisance alimentaire, de telle sorte qu'aujourd'hui, le Burkina Faso est en mesure d'exporter les agrumes. Formidable. Surtout vers l'Allemagne, en particulier avec la présence des mangues séchées, qui sont souvent, les Allemands sont très friands de ces mangues. Si vous allez du côté du Sénégal, aussi le Sénégal s'est spécialisé dans l'agriculture, une partie de l'agriculture, principalement les arachides. Et juste à côté, nous avons aussi la morue, donc le poisson, il y a une partie de la pêche. D'accord. Bref, si vous faites le tour de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, vous allez remarquer ils se sont spécialisés. Et en se spécialisant, ils sont devenus champions de monde. Premier champion de monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire pour ces éléments que je viens de citer, mais aussi le Bénin, au niveau mondial, le Bénin, en termes de coton, est quand même un grand exportateur. Pareil pour le Sénégal que je viens de citer, pour ne citer que ces exemples. L'Afrique centrale, donc, c'est le dynamisme, comme je disais, qui crée la valeur de la monnaie, et aussi c'est la politique monétaire et économique. D'accord. Ils ont su asseoir cette politique sur une bourse. Or, une bourse, c'est sans des valeurs mobilières. Mais n'a des valeurs mobilières que quand vous avez une économie dynamique. Si vous n'avez pas d'économie dynamique, vous n'avez pas des grandes entreprises qui exportent, parce que en exportant, vous faites venir des devises. Si vous n'avez pas de couloirs de développement, il est difficile de s'en sortir. C'est le cas donc en Afrique centrale. L'Afrique centrale a un petit retard, on va dire, c'est tout simplement dû à la faiblesse de ses économies. Comme je disais tantôt, l'Afrique centrale est plutôt tournée vers le pétrole, et il y a un seul pays qui sort de l'eau, c'est le Cameroun. Pourtant faisant partie de l'Afrique centrale, et vous allez remarquer que le Cameroun se rapproche plus ou moins de la stratégie adoptée par les Ivoiriens. C'est-à-dire que le Cameroun aussi est tourné vers l'agriculture. Tourné vers l'agriculture. Et quand vous sortez le Cameroun du lot, vous allez vous apercevoir que toutes les autres économies sont focalisées. Bon, le Tchad, je vais dire, focalisé sur l'élevage, mais depuis peu, c'est le pétrole. Du côté de la RCA, nous avons les diamants et les matières premières qui sont bien exportés. Malheureusement, l'export ne rapporte, on sait les conditions d'exportation, on sait aussi les conditions d'exploitation avant d'exporter, que ce n'est pas du tout les conditions suffisamment transparentes. Et donc, par conséquent, ça ne profite pas suffisamment à l'économie de la République centrafricaine. Et donc, par conséquent, ces économies-là ne peuvent pas créer un véritable dynamisme de l'économie. Donc, là aussi, les tissus économiques de ces pays est très faible. C'est peut-être l'occasion de parler d'industrialisation. Ces pays, regardez bien les pays de la zone CEMAC, il n'y en a pas beaucoup en dehors du Cameroun qui sort de l'eau. L'industrie, ce n'est pas une affaire qu'on retrouve dans les coins des rues dans ces pays. C'est ça qui explique effectivement. Et bien sûr que nous avons une bourse régionale des valeurs mobilières qui, tant bien que mal, essaie de tirer l'épingle du jeu, mais malheureusement, ce qui fait la force de cette bourse, ce sont les valeurs mobilières. Ces entreprises ou ces pays, même sur le plan économique, ont des petites difficultés. Et donc, par conséquent, oui, il faut reconnaître que cette disparité, malheureusement, il est
à noter. Alors, je sais que quelques personnes, j'ai eu quelques débats comme ça avec certains des confrères qui disaient que c'est peut-être le fait que nous soyons des pays, nous ne soyons que 6 dans la zone CEMAC, mais non, je ne pense pas que ce soit une raison valable. 6, peut-être qu'on serait plus fort, vu les potentiels en termes de développement que nous disposons, hein, principalement la manne pétrolière. Ok. Donc c'est pas étonnant pour moi de trouver qu'il y ait une disparité entre ces deux zones. J'espère qu'on va corriger. Ok. Et même l'idée de corriger, semble-t-il, c'est celle qui avait été défendue par la création de la ZLECA. D'accord. La ZLECA serait plutôt pour gommer ces genres d'imperfections, mais je pense que ça ne serait pas suffisant. Il va falloir que l'économie sectorielle, la politique sectorielle, comme ça a été décidé lors de la dernière réunion du ministre des Finances de la zone CEMAC, okay. que ces développements tournés vers les données sectorielles puissent véritablement être mis en place. Okay. C'est bien, on doit arrêter de se limiter à la conception des discours. Il faut bien qu'on passe aux actions. Ok. Merci bien, Monsieur Barnès. Alors, on entend ici et là beaucoup de panafricanistes, oui. Beaucoup d'économistes et chercheurs, et vous, en tant que professeur, en tant qu'économiste, en tant que banquier, pensez-vous que ce combat acharné contre le franc CFA, qui est considéré comme un frein pour le développement de l'Afrique en général et du Congo en particulier, vous pensez que ce combat, de nos jours, ça vaut la peine d'être toujours mené, cet acharnement ardu sur le franc CFA? Vous pensez que de nos jours, ça vaut toujours la peine d'être mené, ce combat acharné, ou il y a d'autres pistes? Je pense que c'est tout à l'honneur ceux qui mènent ce combat, mais je pense que ce combat mérite d'être relativisé. Je disais qu'il faut dépassionner le débat, en fait, à vrai dire. Il faut avoir un peu plus de recul. C'est basé sur ce qui est factuel, en tenant compte effectivement des études et des analyses qui sont faites, qui sont dénouées de toute subjectivité. Je pense que la dimension science et des passionnes, ça voudrait dire qu'on va essayer de laisser de côté les émotions, parce que derrière, il y a une espèce de revendication, une façon de se débarrasser du néocolonialisme. C'est ce qu'on disait au départ, si on suit l'historique, on s'aperçoit véritablement que la création de Sanville, comme venons de le décrire, est une création néocolonialiste. D'accord? C'est la France qui mène, qui tire les ficelles, comme qui dirait. Mais aujourd'hui, très franchement, c'est pas en partant d'une monnaie. Dans l'introduction, je disais que le risque serait quoi? Qu'on quitte un joug pour embrasser un autre. On quitte un maître pour prendre un autre maître. Est-ce que c'est ça l'intention? Non. En économie, je pense qu'on n'en a pas besoin. Créer une monnaie, c'est pas une mince affaire et ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Peut-être il faut rappeler historiquement aussi que quelques pays se sont essayés. Okay. Alors, le premier, c'était le Mali d'Abdou Keïta. Quand le Mali décide de partir de la zone CFA, il faut dire aussi que ce sont les pesanteurs politiques qui ont fait, c'est que le Mali puisse revenir sur sa décision. Et vous savez, aujourd'hui, le Mali est toujours dans la zone CFA. D'accord? C'est ça la particularité. Et en dehors du Mali... Mais peut-être parce qu'ils ont été empêchés. Ils ont été empêchés, oui, c'est vrai. C'est pourquoi je disais que les pesanteurs politiques et aussi coloniales ont pesé tout leur poids pour empêcher, oui, effectivement, parce qu'il y a eu la main noire de la France, la mainmise avec tout ce qu'on sait en Afrique, qui a empêché le Mali de véritablement se déployer en créant sa propre monnaie, parce que la monnaie avait déjà été créée. Okay. Et malheureusement, pour des questions politiques, on a interdit plus ou moins le Mali de se lancer dans son véritable projet. C'est un projet c'est un très grand projet, il faut le reconnaître. Mais il n'y a pas que le Mali. Rappelez-vous du Bénin, d'Olympio, pardon, c'est comme ça que ça s'appelait, Nicéphore. Il a aussi fait la tentative en 63.
Et bon, lui, ça s'est soldé par sa mort, parce que 2 jours avant la publication officielle de la monnaie, ou en tout cas le bat-monnaie pour l'émission, il a été assassiné. Oh. Tout ça, ça a été bien évidemment encaissé par, entre guillemets, ce que c'est dit, c'est par la France, dans le but effectivement de l'empêcher. Mais ça ne s'est pas limité là, il y a eu d'autres tentatives. Les tentatives malgaches. Elle s'est soldée, le malgache, aujourd'hui, sont sortis d'Afrique de franc CFA. Bon, les 2 exemples que je viens de citer, bien évidemment, tous les 2 pays sont revenus à la zone CFA, pardon. Mais Madagascar, aujourd'hui, n'est jamais revenu. D'accord. Ce que vous insinuez, doit-on abandonner son combat ou se réorienter? Je pense qu'il faut réorienter ce combat. Okay. Moi, je pense que s'il y a lieu de réorienter ce combat, ce serait plutôt de reformer ou procéder plutôt à un véritable nettoyage de nos institutions financières. C'est-à-dire? Cela passe par des réformes au niveau de banque centrale. Okay. Donc la politique monétaire doit changer. Mais il faut au préalable une véritable volonté politique. D'accord. Il faut une véritable volonté politique pour que réellement cela puisse prendre corps. Si la volonté politique y est, je vous assure qu'on va commencer par réformer, ou plutôt par reformuler la manière dont sont constituées nos 2 banques centrales. Je mets pas de côté la banque centrale des Comores, hein, parce que c'est assez signifiant pour le débat. Et si on commençait par réformer nos institutions, je crois que ça viendrait de là. Si on pense se débarrasser de la France, qui représente le néocolonialisme, il faut plutôt changer le mode de fonctionnement de banque centrale, de nos institutions financières. Tenez, aujourd'hui, nous avons toujours cette présence au conseil d'administration ou dans le comité monétaire et économique de la France. Et que nous savons que les décisions se prennent à l'unanimité. Okay. Et parfois, le quorum, et l'Afrique, je vais revenir dessus, d'une manière générale, c'était ça. Et donc, la France, quelque part, avait toujours le droit de veto. Okay. Donc, le fait qu'on ait des réserves en France ne suffisait pas pour nos amis. Ils ont décidé de venir nous contrôler sur place. Okay. Il faut peut-être dire à ces membres du conseil d'administration qui sont des administrateurs qui viennent représenter la France, leur rappeler que ce temps est révolu. Je crois que le combat doit être là-bas. Le temps est révolu. Parce que si seulement on continue à avoir, ou on change des règles du jeu, la majorité peut-être pourra être le mode de vote choisi pour prendre des décisions. Okay. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, à la Banque centrale à Yaoundé, la Banque centrale d'Afrique centrale, la Banque centrale des États d'Afrique centrale, puisse être plus ou moins parasité par une décision française? Il suffit juste aujourd'hui que 2 Français décident de ne pas voter, la décision tombe dans l'eau. Les gens de l'Afrique de l'Ouest ont fait cette tentative. Ils sont allés jusqu'en garder un seul. Mais par contre, ils n'ont pas abandonné la majorité. Okay. Donc le fonctionnement. Le seul représentant français peut bloquer la machine. D'accord. Donc peut-être qu'il faut commencer par réformer ces institutions dans leur mode de fonctionnement. Ça sera aussi une façon pour nous déjà de nous désengager petit à petit de la France, ou de ce qui paraît être comme un joug de la France. Parce que tant que ces administrateurs existeront, vous pouvez faire tout le bruit possible pour demander le départ de la zone CFA. Il vous sera difficile. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, rappelez-vous que la zone de l'UMOA a décidé de créer une nouvelle monnaie que nous avons appelée ECO. D'accord. Une décision groupée qui, cette fois-ci, ne devait plus se limiter à la zone CFA, mais qui devait s'élargir à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest qui n'utilisent pas le franc CFA aujourd'hui. Okay. C'était un projet ambitieux. Où en sommes-nous aujourd'hui? Ça devient une servile de leçon.
Ce n'était pas le discours du président Macron et des présidents Macron et Alassane Ouattara qui, au sorti d'une déconcertation, ont balayé, entre guillemets, donné une autre version de l'écho. Mais aujourd'hui, où sont ensemble? Ça, c'était une volonté des pays, bien évidemment, ensemble, de créer une dynamique pour créer une monnaie. Donc, la monnaie, elle ne se décrète pas. D'accord? Il y a tout un processus de fabrication. Nous avons des accords. Il faut déjà se départir de ces accords. Nous avons des parités. Il faut peut-être se départir de ces parités. Alors, je signale aussi que la parité, quand même, il faut reconnaître que ça crée quand même une certaine stabilité. Même si le débat dit que, au lieu de se contenter de la parité qui nous garantit une certaine stabilité, qu'on doit peut-être se tourner vers la croissance, ce qui gêne véritablement notre pays. Donc je pense ce débat est à sa place, mais ne doit pas être orienté pour décréter la création d'une monnaie, parce que d'ailleurs, il y a quelques pays qui se sont aventurés. Vous regardez leurs économies, leurs économies ne sont pas toujours résistantes. D'accord? Donc, ce qu'il va falloir faire, donc je disais, le premier aspect, c'est plutôt réformer ces institutions. D'accord? Et ensuite, une fois que vous réformez ces institutions, je crois qu'il faut créer une véritable dynamique dans nos économies pour donner de la valeur, parce que de toute façon, même si vous créez une monnaie, si votre économie n'est pas dynamique, la monnaie n'aura pas suffisamment de valeur. C'est qu'est-ce que vous allez proposer, qu'est-ce que vous allez vendre. Imaginez un seul instant que le Congo aujourd'hui se désolidarise, décide de créer sa propre monnaie. Qu'est-ce que pourraient être les conséquences? Déjà, ça ne va pas se faire dans si peu de temps. C'est tout un processus. Et pour proposer quoi? Quelle alternative? Donc je pense qu'il faut prévoir des alternatives de sortie. La première alternative, comme je disais, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, c'était l'éco. On connaît ce que ça donne. Et donc l'Afrique centrale, je pense qu'elle est prévenue pour dire que la réflexion mérite d'être mûrie. Au lieu de se livrer à ce genre de diatribe, il faut plutôt qu'on puisse regarder les choses en face en étant plus factuel. Et je pense qu'on aura... je rappelle encore, il faut qu'on dépassionne les débats. Parce que quand il y a cette connotation néo-coloniale, forcément, ce sont les émotions qui prennent le dessus. Je pense qu'il faut qu'on puisse plutôt revenir entre guillemets à la raison, qu'on soit plus factuel. D'accord. Merci beaucoup. Vous avez bien compris qu'il faut dépassionner le débat. Alors, mesdames, messieurs, je pense que nous longeons, faute de temps. Le sujet, il est tellement fructueux, il est tellement juteux, il y a tellement de choses à dire là-dedans. Et je pense qu'en une seule émission, nous ne serons jamais nous ne serons jamais désaltérés, comme il se doit. Mais nous espérons, avec sa disponibilité, le réinviter. Nous espérons vous revoir peut-être à la prochaine émission pour continuer là-dessus. Et donc, c'est à ces termes que je vous donne la parole afin que vous puissiez dire votre dernier mot et conclure en même temps. Et, faute de temps, nous allons devoir passer à la conclusion. À la conclusion. Alors, avant de conclure rapidement, je vais quand même dire que, parce que nous avons parlé de l'Afrique d'une manière générale, mettant l'accent sur notre propre pays, je pense que le Congo peut tirer son épingle du jeu, mais en faisant autre chose que s'élancer dans ces débats. Je pense que le Congo a un potentiel assez important et que ce potentiel-là n'attend qu'à être exploité. Et cette exploitation, à mon avis, passerait forcément par une réforme aussi de notre économie. Il y a déjà une direction qui avait été prise dans ce sens avec le PND, donc le plan national de développement, surtout la deuxième partie qui concerne le 2000, la tranche 2022 à 2026, parce que la première tranche c'était 2018-2022. C'est un plan qui mérite d'être encouragé, mais pourvu que, bien entendu, que l'on passe à l'action. Alors, il y a un autre aspect pour développer notre pays, parce qu'on s'est dit que ce n'est pas le franc CFA qui va nous empêcher de le faire. C'était pour rester dans le thème, le franc CFA qui va nous empêcher de le faire. Je pense que le climat des affaires aussi doit être amélioré au Congo. Okay. D'accord? Notre classement au Doing Business laisse à désirer. Okay. Il va falloir que nous puissions
changer un certain nombre de choses dans le climat des affaires. Là, c'est un travail institutionnel. C'est un travail institutionnel. C'est pour ça que je pense que les politiciens... C'est pourquoi j'ai dit au départ, il y a aussi une volonté politique. D'accord. Donc, la volonté politique, elle est importante. Tant qu'il y a une volonté politique, j'assure que beaucoup de choses peuvent se faire. Améliorer le climat des affaires, améliorer donc par conséquent notre position d'une business, attirer les investisseurs. D'accord? Nous avons déjà une bonne position en termes de ce qu'on appelle les IDE, donc les investissements directs à l'étranger. Le Congo attire quand même son épingle de jeu aussi, parce que ces investissements sont quand même comparés aux autres pays d'Afrique centrale. Mais ces investisseurs ne viendront que quand ils vont constater que le climat des affaires est véritablement assaini. Donc nous pensons que l'assainissement, une fois que la politique, le soutien du PND est véritablement opérationnel, si on rend opérationnel ce PND, que je vous signale à 4 piliers, on n'aura pas le temps peut-être de développer les piliers ici, mais les piliers essentiels, c'est de rentrer dans le cadre de la diversification. Nous avons compris que nous avons besoin de diversifier notre économie, et cette diversification passe effectivement pour abandonner le tout pétrole, pour aller plutôt vers d'autres sources de revenus. C'est ce qu'a fait le Cameroun. Hein. Je vous citais tout à l'heure dans un CEMAC, si tous les pays peuvent le faire, nous pensons, parce que notre thème parlait de l'émergence, nous avons besoin d'énergie, mais pour cela, il faut nécessairement des actions concrètes, des actions qui sont posées pour aller de l'avant, pour un véritable progrès. Et aussi, bien entendu, il faut de la bonne gouvernance. Tout cela passe par la maîtrise, effectivement, des mécanismes de financement et que les marchés publics aussi soient véritablement un aspect pour permettre le développement de cette nation. Ça veut dire l'octroi des marchés publics. Mais cela, donc quand je parlais d'investissement, l'investissement souvent, c'est en termes d'industrialisation. On vient investir souvent, la plupart du temps, c'est dans les industries. Or, l'industrialisation aura plutôt deux volets. Le premier volet, c'est pour améliorer notre PIB, donc notre produit intérieur brut, qui formera donc la façon de créer notre richesse. Et par ailleurs aussi, baisserait le chômage, baisserait le taux de chômage, parce que le chômage est quand même un facteur assez important, surtout pour les jeunes générations. Donc nous avons un potentiel, si nous orientons notre réflexion sur ces quelques aspects que je viens d'évoquer, nous pensons que le Congo n'a pas besoin de se passionner à ces débats sur le franc CFA, mais va plutôt regarder dans ces directions-là pour chercher à émerger comme c'est le souhait aujourd'hui de notre nation. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Barnès. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au déclin de notre émission et vous avez aussi bien compris que moi que Monsieur Barnès pense que il faut se dépassionner de ce débat. Aujourd'hui, il faut penser à autre chose. Il vient de nous énumérer beaucoup de choses qu'il faut savoir. Il faut améliorer le climat des affaires, il faut renforcer notre position, élever notre position sur le classement Doing Business, et au fur et à mesure, si vous pensez avoir un point de vue opposé, un point de vue contraire à celui de M. Barnès, vous pouvez nous écrire sur notre chaîne YouTube, sur notre adresse email qui est juste en dessous de votre écran, ou nous appeler directement si vous voulez participer à un débat directement, affronter M. Barnès sur le plateau, c'est possible, n'est-ce pas, M. Mokilo? Bien sûr, je reste disposé. Voilà, donc vous pouvez toujours nous appeler, nous contacter, ainsi de suite. Et pour le reste, nous vous remercions. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir. Bye bye. Au revoir.